Renault se dirigeait gentiment vers la faillite, sans que personne semblât s'en préoccuper à l'intérieur de Renault, peut-être notamment parce que le gouvernement n'avait pas laissé les mains totalement libres au président Renault pour faire ce qu'il convenait de faire et que Georges Besse a fait. Ingénieur comme Pierre Le Faucheux, Georges Besse s'appuie sur l'encadrement, descend dans les usines et sait se frotter aux ouvriers. Pour redevenir compétitif, il faut faire des économies, donner l'exemple et expliquer. Globalement, si vous voulez, vous pouvez redresser une situation. On peut équilibrer une situation financière. Oh, c'est pas si facile que ça, vous savez. Non, excusez-moi. Artificiellement, c'est facile. Non, c'est facile. Ni artificiellement, ni autrement, c'est non, pas non, facile non, du tout. Il élague, externalise et vend tout ce qui n'est pas son cœur de métier automobile, les cycles, l'électronique. Malheureusement, il doit aussi tailler dans les effectifs. Georges Besse, c'était quelqu'un qui était très proche des gens, qui allait voir les gens dans les usines. Donc on a été, je dirais, tous choqués par sa mort brutale. Bon, alors après, on n'a pas eu le temps de l'apprécier. Et puis il fallait faire vite, parce que c'était une époque où Renault n'allait pas bien du tout. Renault était devenu, avec les années, une espèce de symbole social. Ne jamais oublier qu'à l'époque, les décisions de gestion prises par le président de Renault se répercutaient facilement à l'ensemble du pays. La R25 est un peu un boulet en termes d'image pour Renault. Chacun sait, il se dit qu'elle a une mauvaise qualité, elle tourne en panne. Autant dans les années 60, 70, 80, avoir une voiture qui tombe en panne, on se disait bah oui, ça peut arriver. À partir des années 90, une voiture qui tombe en panne, ça devient quelque chose d'inacceptable. J'ai trouvé, Dieu merci, facilement un directeur de la qualité au sein de l'entreprise. C'était celui qui était chargé de l'après-vente et qui donc recevait les plaintes directement. J'ai failli dire les crachats des clients, enfin. Et l'objectif, au bout de 4 ans, 5 ans, je peux le dire, a été atteint. Il rétablit également la qualité, à tel point que la R19 conquiert le marché allemand, réputé exigeant. Il se débarrasse des participations ruineuses chez 2 constructeurs américains, Mack et American Motors. Persuadé que le secteur poids lourd de Renault n'a pas la taille critique, il cherche à le marier avec celui de Volvo, puis même à fusionner les 2 entreprises. Mais l'opération capote au moment où elle est sur le point d'aboutir. Pendant toutes ces années, Renault tente de reconquérir le créneau du haut de gamme automobile. 30 ans durant, les modèles se succèdent. R30, R25, Safran, Velsatis, Avantime. Mais aucun ne parviendra à faire oublier les problèmes initiaux de finition et de qualité, ni à rétablir l'image de marque de Renault pour ce type de voiture. Avant de passer la main à son adjoint, Raymond Lévy ferme l'usine historique de l'île Seguin de Billancourt. La fermeture de Billancourt, pour moi, c'était très difficile. Ce n'est pas simplement pour moi, mais je pense que pour la majorité des salariés de Renault, quels que soient les salariés, que ce soit même des cadres, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne le disent pas, ils le pensent, parce que c'était très pénible. Les ateliers de l'île Seguin, filmés par une caméra cachée. Depuis 4 ans, l'usine est interdite aux journalistes. Les 4000 ouvriers qui travaillent ici savent que la régie projette de fermer l'usine. Sur ces chaînes, modernisées il y a 5 ans, sortent 420 véhicules par jour, des express et quelques R5. La production pourrait facilement tripler, mais la régie ne le veut pas. Impuissants, les ouvriers ont vu fermer l'atelier des R4. Regardez, cette chaîne est vide, abandonnée. Ils savent aujourd'hui que cet abandon progressif de l'activité va s'accélérer jusqu'à la fermeture totale en 1992. Une île, c'est 5 étages. C'est des flux de partout. Il fallait une organisation terrible. Pour suivre une pièce, il fallait être né dans l'île. L'île, pour moi, était à terme condamnée. Si cette usine avait été moderne, bien placée, facile à desservir,
nous aurions pu la conserver et la développer. Tel n'était pas le cas. Parallèlement, il lance la construction du technocentre de Guyancourt pour regrouper les centres d'études dispersés en région parisienne. Il donne aussi le feu vert à la Twingo, une petite voiture jeune, sympathique et rentable, qui fera un tabac en France. Twingo a été considérée comme différente des autres. Elle tranchait par son image. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. C'est une voiture qu'on adore parce qu'elle est drôle, elle rappelle un peu la Renault 5, notamment la publicité où on ne voit pas la voiture mais on voit une voiture dessinée comme dans une BD. En France, on a un rapport à la petite automobile, à la petite voiture qui est un petit peu différent de nos voisins. C'est-à-dire qu'on aime bien les voitures décalées, on aime bien les voitures qui ne se prennent pas au sérieux. Parce qu'en France, les gens qui ont un certain revenu ne vont pas forcément acheter une grosse voiture. Ils aiment bien acheter des voitures un peu originales. La Twingo ne s'est pas très bien vendue à l'exportation, la Twingo première génération. Pourquoi? Parce que justement, c'est une voiture qui ne se prend pas tout à fait au sérieux. En Europe du Nord, on aime bien des voitures un peu décalées. En Europe du Sud, par exemple, la Twingo ne va pas du tout marcher. Ce n'est pas une voiture assez sérieuse, avec ses phares en demi-lune, avec son tableau de bord qui est décalé au milieu. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de cadran. Louis Schweitzer, qui dirige Renault de 1992 à 2005, est le grand artisan de son déploiement en dehors du marché de l'Europe de l'Ouest, devenu saturé. Pour viser ailleurs, il faut chercher des partenariats avec des constructeurs étrangers. Mais l'étroite subordination de la régie à l'État s'avère un obstacle. Pour le contourner, Louis Schweitzer privatise Renault. La Régie nationale des usines Renault vivait dans un monde protégé. La France avait des frontières, des quotas, l'Europe avait aussi des frontières et donc l'armure de Pierre Dreyfus était dans un environnement concurrentiel totalement différent de celui de Renault des années 80. Et vous savez, la vie d'une entreprise, c'est de s'adapter au monde qui l'entoure. Renault n'est pas un service public, c'est une entreprise concurrentielle qui se bat dans le monde entier face à d'autres entreprises qui ont un statut qui leur donne toute la liberté de manœuvre. Et ma conviction, c'était que si je voulais que Renault gagne, et je voulais intensément que Renault gagne, il fallait que Renault soit dans les mêmes conditions que ses concurrents pour se battre à armes égales avec eux. Nous n'aurions pas pu faire Nissan, nous n'aurions pas pu faire des opérations avec Volvo si Renault avait été une entreprise publique. Le succès d'un nouveau modèle, le Scénic, ainsi que la vente des fonderies et du secteur poids lourd, apportent les moyens d'investir à l'étranger. Le camion fait partie des métiers historiques de Renault, mais Renault était dans ce domaine trop prisonnier du marché français, n'avait pas les capacités technologiques de réussir. Et donc nous avons fait une opération qui a consisté à céder notre activité camion à Volvo et dans le même temps à devenir le premier actionnaire de Volvo. Et ainsi Renault a pu garantir l'avenir de l'activité poids lourd de Renault. Pour s'implanter dans les pays émergents, Louis Schweitzer fait réaliser un modèle bon marché, la Logan. Je réfléchissais depuis un certain temps à l'idée d'une voiture très bon marché. Et puis un jour, je voyageais à Moscou en compagnie du président de la République, Jacques Chirac, et on m'a fait visiter une concession Lada. C'était un énorme hall avec des centaines de Lada, et ces Lada suscitaient la passion des Russes. Or, c'était des très mauvaises voitures, mais elles avaient une grande qualité, elles coûtaient $6 000. Et je me suis dit à ce moment-là, si nous savions faire une voiture à $6 000 et de bonne qualité, on serait les maîtres du monde. La Logan telle qu'elle nous avait été présentée par Renault, quand Renault nous l'a présentée,
C'était on va vous montrer un objet roulant non identifié qui est destiné aux contrées éloignées et déshéritées qui vont découvrir l'automobile. C'est la voiture qui va permettre à ces gens-là d'être motorisés. Ça passe partout, c'est un peu rustique. La question au bout d'un moment, c'est et en France ou en Europe, oulala, on va voir, on n'est pas sûr du tout. Et je pense qu'ils n'étaient pas sûrs du tout. Et puis Renault a été rattrapé par un phénomène évident après coup, hein. C'est qu'il y a en France et en Europe un certain nombre de catégories sociales qui n'ont pas les moyens de s'acheter de voitures neuves. L'âge moyen d'un acheteur de voitures neuves depuis 20 ans, c'est plus de 50 ans. Pour le marché des pays riches, il prend le contrôle du coréen Samsung et surtout du japonais Nissan, très présent aux États-Unis et au Mexique. Nissan, c'était pour nous l'opportunité d'entrer au Japon, qui est un pays fermé, d'entrer aux États-Unis où nous ne pouvions pas entrer seuls, et d'avoir une présence dans beaucoup de pays d'Asie où Nissan était présent et où Renault n'avait pas les moyens de l'être. Le succès de Louis Schweitzer est dû non seulement à sa vision, mais aussi à la rigueur implacable de son dauphin, Carlos Ghosn, qui s'impose aux Japonais et redresse Nissan au bord de la faillite. Les redressements d'entreprise passent d'abord par une prise de confiance par l'ensemble des personnes de cette entreprise sur le fait qu'elles sont capables de faire aussi bien que n'importe qui d'autre. Et je pense que le rôle d'un dirigeant d'entreprise, c'est vraiment de mettre cette entreprise dans des conditions dans lesquelles cette entreprise se sent appelée à effectuer ce redressement. Le cas de Nissan est un cas spectaculaire puisqu'il a été fait par un non-japonais dans un environnement japonais, tout en sachant que le Japon est quand même l'un des pays leaders en matière d'industrie automobile. Renault manque l'étape de la motorisation hybride, mais se rattrape en prenant le leadership du développement de la voiture toute électrique, un pari sur l'avenir. Renault, d'abord, est un grand constructeur automobile. Et un grand constructeur automobile, ça n'est pas une entreprise banale. La voiture, qu'on le veuille ou pas, c'est un objet de passion. Non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc déjà, être patron d'un grand constructeur automobile, ce n'est pas un job normal, c'est un job dans lequel vous devez aussi avoir la passion du produit, la passion de la technologie et l'amour de la marque. Même aux heures les plus sombres de sa longue histoire, Renault a toujours rebondi et a su s'adapter à un monde qui change. Renault relève aujourd'hui un nouveau défi, compenser la saturation de ses marchés géographiques traditionnels par des gains sur des zones dynamiques plus lointaines, mais plus prometteuses. Mes regrets, c'est que nous n'ayons pas pu, est-ce que ça aurait été possible, je n'en sais rien, crédibiliser et construire un haut de gamme français. La première entreprise automobile à laquelle on pense, sur le plan des symboles, c'est évidemment Renault. Ça ne diminue en rien la valeur de ses concurrents. Mais Renault, c'est autre chose. Et ça n'est pas une entreprise comme les autres, c'est Renault avec les trois couleurs. Renault a accompagné pendant plus de 100 ans maintenant la vie de ce pays dans toutes ses données politiques, sociales, historiques, économiques, les difficultés, les temps forts, les temps faibles, etc. Renault, il a été capable d'inventer tout ce qui pouvait être mu par un moteur pour un besoin particulier. Peugeot, c'était une histoire de famille, mais à la tête. Renault, c'est une histoire de famille, mais à l'intérieur. Il y a une association entre Renault et la France qui est très forte. Quand Renault gagne, la France gagne. On a travaillé, on a donné tout ce qu'on peut pour cette entreprise, pour qu'ils vivent. Voilà, le songe est resté dans notre cœur. Mais quel est le prochain défi de la marque aux losanges? La propulsion électrique? Le zéro pollution? Les pays émergents? Ou tout simplement la place de l'automobile dans la société de demain?